Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme le déclarait de Reds, il y a encore dans le XVIIIe siècle, il disait haut et fort, lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. Bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et nous nous interrogeons, Burkina Faso, putsch contre Damiba, une révolution non achevée. C'est notre grande interrogation. Burkina Faso, putsch contre Damiba, une révolution non achevée. Nous interrogeons. Nous devons justement revenir sur l'histoire du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Nous allons justement faire un coup d'œil sur l'histoire politique de ce pays. Un seul président sur 11 a terminé son mandat au Burkina Faso. Il faut préciser par ailleurs que le premier président de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso fut Maurice Yameogo. Il a été élu le 11 décembre 1959 et réélu le 3 octobre 1965, juste 3 mois après cette réélection, soit le 3 janvier 1966. Maurice Yameogo a été chassé du pouvoir suite à un soulèvement populaire. Il a duré 6 ans et 23 jours au pouvoir et n'a pas terminé son deuxième mandat. Le général Aboubacar Sangoulé Lamizana hérite d'ailleurs du pouvoir. À cette époque-là, il organise des élections le 28 mai 1978 qu'il remporte au second tour. Mais le 25 novembre 1980, il est renversé par un coup d'état militaire suite à des grèves de plus de 2 mois. Il a duré 14 ans, 10 mois et 22 jours au pouvoir et n'a pas terminé son mandat. À la tête des militaires putschistes, le colonel Zeye Saye Zerbo devient le président. Au regard des difficultés à résoudre la situation de crise, il est évincé du pouvoir le 7 novembre 1982. Saye Zerbo a duré 1 an, 11 mois, 13 jours au pouvoir et a été renversé par un autre coup d'État. Le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo accède ainsi au pouvoir le 8 novembre 1982. Après 8 mois et 27 jours, soit le 4 août 1983, un coup d'État le renverse. Le capitaine Thomas Sankara accède lui également au pouvoir. Il incarne le patriotisme et surtout le patriote et impose des sacrifices pour l'atteinte de l'autosuffisance et de l'indépendance réelle du pays. Il est alors assassiné par un coup d'État le 15 octobre 1987 après 42 mois et 11 jours de règne. Son ancien ami, le capitaine Blaise Compaoré, devient le président. Il organise 4 fois les élections qu'il remporte. La dernière a eu lieu le 21 octobre 2010 et il l'a remporté avec 80,15% des suffrages. Mais dès février 2011, Blaise Compaoré est confronté à des manifestations. Une insurrection éclate en 2014 pour dire non à une nouvelle candidature de celui-ci qui détient le record du président qui a le plus duré au pouvoir au Burkina Faso, 27 ans et 16 jours. La pression de la rue oblige l'armée à faire un coup d'État. Blaise Compaoré s'exile alors en Côte d'Ivoire le 31 octobre 2014 sans pouvoir terminer son mandat. Le chef d'état-major de l'armée à l'époque, Honoré, est proclamé successeur. C'est finalement Isaac Zida qui assure les charges de président du Faso du 1er au 21 novembre 2014, soit 20 jours seulement. Le 21 novembre 2014, Michel Kamfando est désigné pour diriger la transition jusqu'au 29 décembre 2015, soit une durée d'1 an, 1 mois et 8 jours. Il est le seul président à terminer son mandat au Burkina Faso. Il a cependant été victime d'un coup d'État avorté de Gilbert Diendéré le 16 septembre 2015. Vainqueur des élections du 29 novembre 2015, Roch-Marc Christian Kaboré est installé dans ses fonctions le 29 décembre. Il débute son règne avec une détérioration de la situation sécuritaire du pays. Il est réélu en novembre 2020 avec 57,49% des voix. Mais la situation sécuritaire se détériore davantage. Les marches de protestation se multiplient. Le 24 janvier 2022, un coup d'État arrête Roch-Marc Christian Kaboré après 6 ans et 26 jours de règne. Auteur d'un coup d'État donc du 24 janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le MPSR, a dirigé le pays jusqu'à ce 30 septembre 2022. Après donc 8 mois et 6 jours, Damiba est renversé par d'autres militaires qu'on présente comme une branche de son mouvement. Le nouvel homme fort du pays, des hommes intègres, est désormais le capitaine Ibrahim Traoré, qui, lui, dès le premier jour, appelle justement la Russie à la rescousse. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Burkina Faso, putsch contre Damiba, une révolution non achevée. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yambentimba Dominique qui est avec nous ce matin. Docteur Yambentimba Dominique, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos, mais je vous fais cadeau de Dominique. D'accord. Vous allez bien, j'espère. Ça va.
Ça va très bien. Tu vas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça va. Vous êtes au courant justement de ce nouveau putsch du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres cher à notre cœur. Après le coup de force de janvier 2022, 8 mois seulement ont séparé les deux putschs. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Commençons déjà par là. Je n'en pense à rien de spécial, si ce n'est le fait que j'observe avec beaucoup d'intérêt les efforts du peuple burkinabé de retrouver son initiative historique. J'entends les gens dire « ouais, il y a coup d'État ». Non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre ça. Si vous le prenez comme ça, vous êtes sur une approche qui reprend le narratif occidental et qui nous laisse croire que tout le monde est devenu fou en Afrique et fait des coups d'État. Non. Mais les gens sont arrivés sur nos continents. Vous avez là un peuple agressé depuis le 7e siècle par les hordes arabo-musulmanes. Vous avez là un peuple agressé depuis le 15e siècle par des barbares européens qui ont organisé la traite négrière et par le capitalisme européen qui a organisé la colonisation. Et qui aujourd'hui structure le néocolonialisme. Donc vous avez un peuple agressé qui cherche confusément, dans ce chaos qu'on a installé, à retrouver le fil conducteur de son histoire agréable et prestigieuse d'avant l'arrivée de tous ces gens-là. Donc en fait, je crois qu'il y a ce qui se passe au Burkina Faso est extrêmement intéressant à observer, comme tout ce qui arrive ailleurs dans toute l'Afrique d'aujourd'hui, parce que tout cela participe d'une lame de fond. La lame de fond qui va arriver dans tous les pays d'Afrique. Croyez-moi, je vous donne 2 ans. Dans tous les pays d'Afrique, vous aurez ce type de mouvement. Pas forcément des coups d'État, mais un mouvement populaire. Vous avez vu qu'au Burkina Faso, ça a été porté par le peuple. Exactement. Les militaires ont même demandé aux gens de rester dans le... Mais c'était une erreur stratégique. Heureusement, ils ont écouté beaucoup de personnes. Je me souviens que ce soir-là, nous étions sur le plateau d'une chaîne de télévision, que ce soit des gens comme Issa Diawara ou moi-même ou beaucoup d'autres. On leur raconte. On dit, mais vous êtes pas du tout. Le peuple n'a pas à rester dans les maisons. C'est le peuple qui est souverain. Là, c'est son opportunité de conquérir sa liberté et sa souveraineté. Laissez-le aller conquérir sa souveraineté et sa liberté. Et vous avez vu que ça a marché. C'est une lame de fond populaire. Ça n'a rien à voir avec les militaires. Les militaires, dans certains pays, sont simplement, si vous voulez, l'instrument de la réalisation de cette conquête de la liberté. Dans d'autres pays, ça va être des gens en veste comme vous, ou des gens qui auront simplement des boubous, ou des gens qui auront des chemisettes. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de putsch en Afrique, dans le sens où on croit qu'on a des militaires qui ne veulent pas rester au pouvoir, qui veulent arriver au pouvoir, non pas rester dans des casernes, c'est faux. On a des militaires professionnels qui savent faire leur boulot et qui ont déjà démontré leur capacité à faire leur boulot correctement. Nous avons simplement le fait que nos peuples recherchent confusément à retrouver leur initiative historique, à relancer le développement de leurs forces productives pour pouvoir satisfaire les besoins de leurs besoins. Parce que nos peuples souffrent. Or, l'Afrique n'a jamais été pauvre. L'Afrique a toujours été un continent d'ailleurs de luxe. Prenez n'importe quel repas traditionnel africain, il ne se fait pas à moins d'une heure. Prenez n'importe quel vêtement traditionnel africain, il est luxueux, il est majestueux. Donc, nous sommes un peuple de confort, un peuple riche. Et nous en sommes conscients. Tout le monde en Afrique en est conscient. Mais nous avons quelques têtes là qui dirigent nos pays. Et particulièrement dans les pays là où on parle le français, où on utilise le franc CFA, il n'y a aucune exception, qui sont tous des pays sous néocolonialisme français. Et le Burkina Faso n'y échappe pas et essaye donc confusément, depuis toujours, depuis bien avant, depuis que tous ces envahisseurs sont arrivés, ils ont pu contenir les Arabes et les assimiler en partie. Les Européens, ça a été compliqué avec l'esclavage parce que c'était beaucoup plus brutal. Et la colonisation et le néocolonialisme les ont enserrés dans un système international de capitalisme qui a fait qu'ils avaient du mal à bouger. Vous vous souvenez du discours de Sankara? Si j'y vais seul, ils vont m'abattre, mais si on y va tous, ils ne pourront rien faire. Et c'est ça que le Burkina continue de faire aujourd'hui. Donc c'est une œuvre plus révolutionnaire à laquelle il faut donner
plutôt un cachet révolutionnaire que de donner un cachet de push. En janvier dernier, jusqu'à preuve de contraire, le renversement de Roch Marc Christian Kaboré a porté un peu d'espoir au peuple burkinabé. Malheureusement, pendant 8 mois, on va le dire comme ça, le lieutenant-colonel Damiba n'a pas justement fait ce que le peuple lui demandait. Cela veut dire se tourner vers la Russie. Aujourd'hui, finalement, il a été renversé par un jeune capitaine, M. Traoré. Est-ce pour dire aujourd'hui que la révolution n'est pas encore achevée du côté du Burkina Faso? Pas du tout. La révolution n'est pas encore achevée. Elle ne sera achevée que quand le peuple burkinabé ressentira, vivra, déclarera, reconnaîtra et dira au monde entier qu'il est souverain et libre. Voilà ce que la révolution vise. La souveraineté, ce n'est pas simplement avoir la capacité de passer des contrats. La souveraineté, c'est que tout le monde mange à sa faim. C'est que tous les enfants vont à l'école. C'est que tout le monde peut se soigner. Et que tout le monde est logé. C'est ça la souveraineté. Parce que quand on dit souveraineté, les gens ont le sentiment que souveraineté, c'est que je peux me lever, aller signer un contrat avec qui je veux. Non. Pas seulement. La souveraineté d'un pays, c'est la capacité que ce pays a de satisfaire les besoins de ses populations. Et les besoins d'une population ne sont pas 25, sont 5. Se loger, se nourrir, s'éduquer, se soigner et se loger. Voilà les 5, voilà les besoins d'un peuple. Et voilà les éléments de sa souveraineté. Si vous pouvez, tout ce qu'on fait par la suite, concourt à la satisfaction de ces besoins. C'est pour ça que les questions de sécurité nationale ne sont pas des questions militaires seulement. Ce sont même d'ailleurs prioritairement des questions civiles. Est-ce qu'on produit assez? Est-ce que l'agriculture nous apporte la sécurité alimentaire? Ça n'a rien à voir avec un camp militaire, ça. Est-ce que nous produisons suffisamment d'ingénieurs, de managers, de journalistes, de juristes, de chercheurs, de sociologues, d'anthropologues, de philosophes, de mathématiciens, de scientifiques, etc. pour pouvoir soutenir notre développement et la satisfaction de nos besoins? Oui, que ça n'a rien à voir avec une caserne militaire. Est-ce que nous avons la capacité de porter le discours sur nous au niveau mondial sans être étouffé par les autres? Oui, que ça n'a rien à voir avec les casernes militaires. Est-ce qu'on a assez de journalistes, de bons journalistes comme vous, M. Ngoz, de bons médias solides, etc. C'est des questions de sécurité nationale qui n'ont rien à voir avec les casernes militaires d'abord. Donc, à partir de là, il s'agit si un jour on doit dire que le Burkina Faso, sa révolution est achevée, il faudrait que ces choses-là soient réalisées. Et dans le contexte actuel d'appel à l'unité de l'Afrique, il est fort possible que le Burkina ne peut réaliser cela qu'en union avec les autres pays africains. Voilà pourquoi le Mali ne cesse de soutenir la Guinée, depuis qu'ils ont également de nouvelles autorités à leur tête. Et voilà pourquoi la Guinée soutient le Mali depuis toujours. Et nous l'espérons, ces deux-là vont soutenir le Burkina et que le Burkina va se ranger derrière ces deux pays-là aussi et que progressivement, de proche en proche, les Africains vont nettoyer à la tête de leurs États toutes les personnes qui ne s'alignent pas sur le prisme, sous le paradigme panafricaniste, qui consiste à dire la priorité en Afrique, c'est nous. Et que ceux qui nous envoient des menaces du genre, eux, ils sont le pot de fer, nous, nous sommes le pot de terre. Le pot de terre, chez nous, c'est eux. Chez nous, là, c'est nous le pot de fer. Et tout ce qui est pot de terre, nous l'écraserons. Maintenant, si on considère que la révolution a pour but de restaurer, parce qu'elle a toujours été là, de restaurer notre souveraineté et de restaurer notre liberté, eh bien, je crois que la révolution du Burkina n'est pas encore achevée. Tous ces coups d'État, ce qu'on appelle les coups d'État qui se sont succédés, vous pourrez, demain, les historiens les classeront certainement en 2 catégories. La catégorie des coups d'État révolutionnaires, qui ont donc permis, qui visaient à restaurer la dignité du peuple, sa richesse, sa bonté, sa liberté et sa souveraineté et l'indépendance du pays. Mais de l'autre côté aussi, on avait des coups d'État qui étaient des restaurations d'un ordre néocolonial qui empêchait donc ce peuple-là de devenir souverain et indépendant. Donc, avec le temps, nous y réussirons, mais pour que s'achève cette révolution, il faut que tout cela soit mis en relation avec le reste dans ce qui se passe comme mouvement de libération et d'émancipation dans les autres pays africains.
Le nouvel homme fort de Burkina Faso, le capitaine Traoré, sera-t-il le bon espoir pour le peuple burkinabé qui lui réclame à corps et à cri son indépendance et d'ailleurs qui a pris langue en s'unissant pour brûler d'ailleurs les instituts français du Burkina Faso et sans oublier l'ambassade de France, même si on a eu également un autre son de cloche venant de la France pour dire qu'il n'était pas d'accord justement avec les incendies, on va le dire ainsi, des propriétés françaises. Quand ils brûlaient les palais dans les palais africains, quand ils venaient coloniser l'Afrique, on s'est plaint. Ils se prennent pour qui? Quand ils ont brûlé nos palais, on s'est plaint. D'ailleurs, qu'est-ce qui leur donne le droit d'avoir des ambassades chez nous alors qu'ils ont violé nos mères et qu'ils ont tué nos grands-parents? Je pense qu'il y a un certain nombre de choses que les Français ne comprennent pas. On s'en fout d'eux. Notre rôle n'est pas de leur faire du mal ou de nous occuper d'eux. Nous sommes là, les Africains sont là pour la conquête de leur liberté et de leur souveraineté, mais la France n'a qu'à rentrer chez elle. Est-ce que c'est compliqué? Compte tenu de cela, elle pourrait demain avoir des relations profitables avec l'Afrique. Mais si elle se met dans une posture, je dis encore de cours de récréation, où on vient dire, oh, ils ont brûlé nos ambassades, vous n'aviez qu'à rentrer. Ça fait des années que le Burkina vous demande de rentrer chez vous. Et d'ailleurs, ils rappellent qu'on a brûlé des murs. Ils vous ont dit aussi qu'ils ont tué des gens. Exact. Donc, en fait, les murs d'une ambassade sont beaucoup plus importants que les vies. Voilà donc la France que l'Afrique refuse. C'est cette France-là que les Africains ne veulent pas. Parce qu'elle estime que les murs d'une simple ambassade sont plus importants que des vies humaines. C'est cette France que les gens ne veulent pas. Et elle ne veut pas le comprendre. Avait-elle le droit de mater justement les populations? Elle n'avait pas le droit d'être là, elle avait le droit d'être à Paris, pas au Burkina. Vous imaginez un seul instant, un jour, qu'une ambassade africaine, qu'un camp militaire africain soit installé à Paris? Vous imaginez ça? Que le Burkina ait un camp militaire à Paris? Est-ce que vous imaginez même une chose pareille possible? Ça n'intéresse même pas les Africains. C'est-à-dire que ça n'intéresse pas du tout les Africains, on n'en a pas envie. Oui. Sauf que les Français ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une situation d'incongruité et une situation de provocation qui est telle que quand arrive la réaction des gens qu'ils agressent et qu'ils provoquent, parce qu'en plus ils agressent les Africains depuis 6 siècles. Quand les gens réagissent, ils commencent à raconter des histoires, le droit international est monté et descendu. Qui a rédigé ce droit? Quand ils rédigeaient ça, les Africains étaient là. Est-ce que les Africains étaient là? Bien, quand on fera une constituante internationale qui va regrouper tous les pays du monde, alors les Africains vont respecter ce genre de choses. Mais tant que c'est écrit par eux, est-ce que quand il faut respecter leur constitution chez eux, ça nous concerne? C'est eux qui l'ont rédigé, non? Alors s'ils ont écrit leurs affaires de droit international seuls, mais qu'ils respectent ça seuls. Les Africains sont très gentils et très cléments. Vous savez que beaucoup de peuples ne leur auraient même pas permis de faire ça, d'être là. Mais vous imaginez un seul jour les Français en train de dire, en train d'ergoter sur la Shoah? Les Français peuvent essayer de faire ça. Mais ils peuvent même se lever et prendre le risque de condamner les Africains quand les Africains essayent de leur dire qu'ils ont besoin de leur liberté et de leur souveraineté. Les Africains, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que les Africains disent « nous avons besoin de nourrir nos populations » ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir dire que nous avons besoin de loger nos populations? Ça leur plaît de savoir que nos femmes portent les sous-vêtements que leurs femmes ont jetés. C'est ça qui leur plaît pendant que c'est nos pays qui produisent le coton. Là, ils sont contents. C'est ça que nous devons accepter. Et pour s'assurer que ça va être accepté, les bases militaires sont partout. Les bases militaires, les missions logistiques, etc. C'est ça qu'il faut qu'on accepte, nous les Africains. Nous devons accepter de manger du pain avec du blé alors que le blé ne pousse pas en zone équatoriale. C'est ça que nous devons accepter parce que tout ça permet de pomper notre argent pour qu'eux ils nourrissent leurs paysans. Pendant ce temps, nos paysans qui produisent du macabo et des ignames, eux ils doivent mourir de faim et envoyer leurs enfants dans les villes où ils deviennent des conducteurs de moto, où ils vivent dans des marécages. C'est ça l'Afrique que nous devons accepter pour que la France soit contente. Nous ne sommes pas contre la France, contrairement à ce qu'elle croit. Nous ne sommes pas là pour contre quelqu'un. Nous sommes pour quelque chose. Nous sommes pour notre souveraineté. Et je vous ai dit, la souveraineté, c'est la capacité à satisfaire nos besoins. Et nos besoins, nous allons les satisfaire avec les ressources qui sont dans nos pays.
Nous ne sommes pas allés chercher le blé, le fromage ou je ne sais pas moi quoi de la France, où sont nos minéraux. Ce que nous voulons et ce avec quoi nous allons satisfaire les besoins de nos peuples, c'est par exemple le fait que le Burkina Faso, parce que toute la bagarre qu'on fait là, a son uranium, a son pétrole, a son gaz, a son or, a son coton, etc., etc. C'est avec ça que le Burkina Faso va satisfaire ses besoins. Le Burkina Faso ne va pas satisfaire ses besoins en allant prendre la neige du Mont Blanc. Pas du tout. Ou des Pyrénées. Pas du tout. Donc, il faut que cela soit clairement entendu et que les choses soient bien précisées pour tout le monde, pour qu'on sache très bien que l'Afrique n'est contre personne, mais que cette Afrique va balayer tous ceux qui sont contre elle. L'Afrique n'est contre personne. L'Afrique est pour la satisfaction de ses besoins. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a des choses chez nous qui l'intéressent, nous sommes prêts à l'écouter et à lui vendre ça, si jamais nous estimons que c'est vendable, au prix que nous déciderons. Et lorsque le mouvement des 10 000 élus panafricanistes aura pris le contrôle politique du continent, vous achèterez ces choses avec notre monnaie pour être sûr que c'est acheté et que nous regardons le contrôle sur ce que nous avons. Avec justement le vandalisme, on va le dire ainsi, des institutions françaises, on parle bien sûr de l'ambassade et sans oublier... Ce n'est pas du vandalisme, M. Ngos. Ça ne s'appelle pas du vandalisme. Lorsqu'ils ont détruit les palais du Moronaba, lorsqu'ils ont détruit le royaume de Bénin, Benin City, qui était Bénin, le royaume du Bénin, lorsqu'ils ont détruit le palais du roi du Congo, ce n'était pas du vandalisme, monsieur. Il n'y a aucun vandalisme ici. Il y a le fait que nous avons nos terrains et on dit aux gens, rentrez chez vous. N'est-ce pas un message justement pour les Burkinabés qui disent aux Français, nous ne voulons plus de vous sur notre sol? Je ne sais pas en quelle langue il faut qu'on leur parle. Peut-être qu'il faut qu'on leur envoie des gens qui vont leur apprendre à comprendre les langues du Burkina Faso. Moi, je ne comprends pas. Partez chez vous. Ce n'est pas compliqué. Après, on va s'asseoir, on va discuter et on va voir comment on peut collaborer. Mais pour le moment, partez chez vous. Il faut quand même dire que... Je récupère ma chose, ce n'est pas du vandalisme. La terre sur laquelle cette ambassade-là, ils l'ont achetée. Non. Ils ont acheté ce terrain. Est-ce que la France a acheté un seul terrain sur lequel se trouvent ses ambassades en Afrique? Est-ce qu'elle a acheté ce terrain-là? Non. Mais ces terrains appartenaient à des gens. Ces terrains ne sont pas tombés de Mars. Ces terrains appartenaient à des gens, à des familles. Est-ce qu'elle a acheté ces terrains? Qu'elle me montre là où ces familles ont signé pour leur vendre ces terrains-là, les actes de vente. Je pense que la France n'a pas encore compris. Et l'Europe du tout. Ils ne comprennent pas les Africains. Ce n'est pas parce qu'on est resté tranquille pendant un certain temps que ça veut dire qu'on était d'accord. Et ce n'est pas parce qu'on leur dit aujourd'hui qu'on n'est pas d'accord que ça veut dire que nous, on est contre eux. On n'est contre personne. Si je dis que vous êtes sur mon terrain, et que je ne vous ai pas vendu mon terrain, et que je ne sais pas pourquoi vous avez construit là, il y a un problème à ça? Non, du tout. Alors, mais je ne comprends pas, quel est le problème alors? Constat fait sur tout le continent africain, aujourd'hui, les populations et les peuples africains demandent à la France de partir, mais on a l'impression qu'elle fait la sourde oreille. Parce que les pays où on parle le franc CFA et le français, on utilise le franc CFA et d'ailleurs on parle le franc CFA, puisque c'est carrément un langage finalement. Les pays, la céphanie, comme je l'appelle, la céphanie, la céphanie, là où on utilise le franc CFA, ça permet à la France d'avoir le quart de son PIB. Le quart de son PIB. Donc si elle part, la France retombe plus loin que l'Espagne. Or, comme le fait d'être avec les pays où on utilise le franc CFA créait certaines synergies et certaines économies d'échelle, elle va dégringoler au niveau de la Malaisie et du Portugal. C'est ça en fait, c'est ça la situation de la France. Et elle ne pourra plus justifier sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Parce qu'on va lui dire, mais le Portugal ne peut pas venir être membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, vous ne justifiez pas votre place comme membre du Conseil, même hier. C'est ça qui lui a permis d'être membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas parce qu'elle a une arme nucléaire, l'Iran, l'Israël, le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord en ont, etc. Il y en a beaucoup qui en ont. Certains pays en ont, même on ne sait même pas qu'ils en ont. Le PIB, la France est 10e puissance mondiale. Donc si on prend les 4 premiers, elle n'a pas à être là. La France est là parce que c'était à l'époque
la confrontation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et sa présence, les Américains lui ont sous-traité la gestion des pays africains, particulièrement après les années 60, dont les 15 pays du franc CFA et du franc comorien. On lui a sous-traité ça parce que ça garantissait au bloc de l'Est, au bloc de l'Ouest, que les communistes ne s'installeraient pas au centre de l'Afrique ni à l'ouest de l'Afrique. Voilà pourquoi la France a sa place au Conseil de sécurité. Elle a bien géré, elle a bien négocié ce deal avec les Américains. Les Chinois, les Russes ont laissé passer parce qu'il y avait la Grande-Bretagne, les cousins, la Grande-Bretagne et les États-Unis qui ont accepté ça. Parce qu'en fait, il fallait en même temps contrer l'Allemagne, qui éventuellement aurait pu s'appuyer sur certains éléments, particulièrement d'un pays comme le Cameroun, qui était encore germanophile, pour déstabiliser la France. Aujourd'hui, si elle perd donc ces pays-là, quel sera son argument? Non seulement ça va la faire dégringoler, probablement à la 23e ou à la 25e place au niveau du Portugal et du Botswana, où il y aura ça, en plus, elle ne pourra plus jamais prétendre à ce genre de choses. Et c'est grave, c'est pour ça que l'Union européenne soutient la France. Takuba et tout ça. MINUSMA, tout ça. Pourquoi? MINUSMA, MINUSCA, etc. MINUSCO. Pourquoi? Parce que si la France aujourd'hui perdait donc tout ça et qu'au Conseil de sécurité de l'Union, on lui disait non, mais c'est bon là, vous ne pouvez plus être membre permanent parce que vous n'apportez plus ce que vous apportiez avant. C'est l'Union européenne tout entière qui se retrouve sans membre au Conseil permanent, sans membre permanent au Conseil de sécurité puisque la Grande-Bretagne n'en fait plus partie. Voilà les enjeux diplomatiques de cette affaire et ce que la France accroche. Or, j'ai un bon conseil à leur donner. Ne vous accrochez pas. L'Allemagne n'a pas disparu parce qu'elle n'a plus des protectorats ou des colonies en Afrique. Pas du tout. L'Allemagne n'a pas disparu. Le Portugal, qui est un petit pays, n'a pas disparu. La Hollande n'a pas disparu pour avoir perdu ses colonies. Et l'avantage que la France peut avoir, c'est que le fait qu'on parle le français, qu'il y ait eu beaucoup de mariages, peut aider à ce que les négociations plus tard, pour qu'elles puissent quand même garder un accès à l'Afrique et donc à certaines matières premières et à certains espaces économiques, que cela lui permette quand même de se maintenir. Et les Africains ne sont pas chiches, ils peuvent donner ça, mais ils ne peuvent plus accepter que quiconque prenne quoi que ce soit en Afrique tant que ce soit sous le mode du pillage et sous le mode de la domination. C'est exclu. Les Africains ne veulent plus de ça. Donc la France a la chance de pouvoir compter justement sur tous ceux qui parlent français pour leur dire on a faim, on a besoin de telle chose. On peut leur en donner un peu. Les Africains, ils partagent. Mais ce sera donné parce qu'on veut et au prix que les Africains seuls fixeront. Merci à vous, Dr Yamtimo, d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Le plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.